Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est un des journalistes préférés des Français qui nous fait le plaisir d'occuper le fauteuil de l'invité. Après être passé par Radio France et Canal+, il a marqué les esprits lorsqu'il est arrivé aux manettes du plus grand JT d'Europe sur TF1 en 2006. Depuis, il présente le magazine emblématique de la chaîne, 7 à 8. Et c'est en tant que réalisateur qu'il vient nous parler aujourd'hui pour nous présenter son premier film qui s'appelle Fracture et qui est très ancré dans l'actualité. Lui, c'est Harry Roselmack. Bonjour Harry. Bonjour Okaya. Merci. C'est cosy ici, hein, c'est ouais, t'as vu, c'est soleil de sympa. Los Angeles, tout on ça, t'a mis bien un est petit décor un petit peu qui rappelle les vacances, le petit canapé. L'idée, c'est qu'on puisse discuter de manière très très libre. Merci d'être sur BET, c'est la première fois. Avec plaisir, c'est la première fois. C'est un très très grand plaisir de te recevoir. On est absolument enchantés que tu viennes nous parler de ce projet qui te met sur d'autres rails par rapport à ceux sur lesquels on te voit habituellement. Pour commencer, je propose que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs te découvrent à travers 5 dates que j'ai choisies qui incarnent d'une certaine manière ta vie. Okay. Ça te va ? Ça me va. On y va alors, Harry Roselmack en 5 dates. Eh bien Harry, donc on va explorer ta trajectoire à travers 5 dates. On va commencer par le commencement, donc 1973, c'est ta date de naissance. Tu es né à Tours où tu as choisi ta scolarité. Ouais. Alors comment c'était d'être à Tours dans les années 70-80 ? Qu'est-ce que c'était ? Tours est une ville de la région centre. Et c'est une ville qui n'est pas dans les extrêmes. C'est une ville qui est assez douce. C'est une ville qu'on dit bourgeoise, même si il y a des quartiers qui sont des quartiers populaires. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est pas connue, qui est connue pour sa tempérance en fait. Oui. D'ailleurs, on dit que c'est l'accent le plus neutre français. Enfin, le français le plus neutre est le français de Tours, c'est ce qu'on dit. Il paraît que les Tourangeaux, qui sont de la région tourangelle, et les Tourons, qui sont de Tours, parlent un très bon français. Et non, moi j'ai évidemment de bons souvenirs de cette ville, parce que c'est la ville dans laquelle je me suis construit. Voilà, intellectuellement, physiquement, j'ai commencé le sport là-bas. J'ai des potes qui sont encore là-bas de judo parce que j'ai pratiqué le judo là-bas. Et j'ai des copains d'école. Et oui, c'est une ville qui, je pense, me correspond assez bien parce que c'est une ville raisonnable et je pense être quelqu'un de pas toujours, mais d'assez raisonnable en général. En tout cas, qui ne suit pas dans les extrêmes. Et donc, dès le lycée, tu te mets à la radio et tu présentes des flash infos sur Radio Béton. Oui. Alors, comment tu as été saisi par le virus de la radio ? Et qui t'a conduit par la suite sur RTL, Canal+, Média Tropical. Comment ça a commencé ? La radio, c'était une habitude à la maison. Le matin, on écoutait la radio au petit déjeuner. On écoutait la radio des fois, alors, quand on n'était pas à la cantine et qu'on rentrait à midi, mais à 13h, on avait les habitudes d'une radio. Et moi, j'ai été bercé par ça. Et donc, c'est assez naturellement quand mon père, qui lui aussi aimait beaucoup la radio parce qu'il faisait une émission antillaise sur l'une des premières radios libres de France qui s'appelle Radio Béton. Il faisait cette émission et il n'y avait pas d'infos. Et moi, j'ai très eu l'envie, en tout cas assez vite, de présenter un flash d'infos sur cette radio. Donc j'avais bricolé sur une cassette. À l'époque, c'est des cassettes avec des bandes que les jeunes qui nous écoutent peut-être ne savent pas du tout de quoi on parle. Mais bref, j'avais bricolé, exactement, j'avais bricolé un espèce de jingle sur lequel je faisais mon flash info en m'aidant de France Antilles, qui était le magazine qui rassemblait un peu les infos de l'outre-mer. À l'époque, on n'avait pas Internet de façon courante pour s'aider à faire ça. Donc voilà. Tu as évoqué le judo, donc je n'ai pas de date exacte de quand tu as passé ta ceinture noire et tu aussi et ton premier dan de judo, donc tu es quand même à un niveau très très élevé. Mais je sais qu'il y a 2 ans, tu as coproduit de formidables documentaires Dans l'ombre de Teddy Riner. Ouais. Quelle est ta relation avec lui ? Est-ce que c'était une manière de te rapprocher de ce sport qui avait forgé d'une certaine manière ta jeunesse ? Me rapprocher, non, parce que c'est un sport auquel je suis toujours très attaché et que j'ai jamais vraiment lâché, même si je ne le pratique plus. Mais j'ai des copains vraiment d'enfance qui sont aujourd'hui dans l'encadrement des équipes de France. Donc dès qu'il y a un tournoi de Paris ou un championnat du monde ou un championnat d'Europe à Paris, j'essaie de me rendre libre, dispo pour aller voir. Donc je suis toujours resté très proche du judo. Mais Teddy, alors. C'est quelqu'un qui à la fois m'impressionne
Et pas d'ailleurs pour les critères qu'on évoque habituellement. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est plus son mental que son physique. Et c'est quelqu'un avec lequel, naturellement, voilà, il y a des attaches aussi. Et on s'entend très bien sans être très intime, mais on s'entend très bien. Je pense qu'on partage beaucoup de valeurs. Si on a fait ce documentaire, c'est parce que son père a été très sensible au fait que je m'engage dans la démarche. Et je crois qu'il fallait convaincre le père pour réussir à faire le doc avec le fils. D'accord. Et je crois avoir beaucoup contribué à convaincre le père de nous faire confiance. Et ils ne l'ont pas du tout regretté parce que le doc a eu une très belle vie, un très beau succès. Il représente bien ce qui était dit. Il y a à la fois une force mentale, une obstination, une forme de maîtrise et de certitude de soi et de son destin, mais une grande sensibilité aussi. Et tout ça, on l'a dans le film, donc c'est formidable. On le voit. D'ailleurs, il a très très bien fonctionné parce que c'était une facette aussi de lui qui n'est pas forcément celle qui est la plus mise en avant. Donc bravo pour ça. L'autre date dont j'ai envie de te parler, c'est évidemment en 2006. C'est la grande année pour toi puisque le 17 juillet 2006, tu présentes le JT de TF1 et deviens ainsi le premier journaliste noir à présenter un 20h en France. Comment tu as vécu le fait que ta couleur de peau soit à ce point mise en avant? Parce que l'annonce a été faite 6 mois avant, donc on ne parlait que de ça avant même que tu sois à l'antenne. Comment tu l'as vécu? J'étais jeune quand même à l'époque. T'as absolument pas changé. Oh, c'est gentil. Franchement, non, mais t'as exactement la même tête. Non, mais j'ai la même coupe de cheveux, certes, la même tête, je sais pas. C'est vrai que là, sur la coupe, mais j'ai la même veste. J'ai la même veste. C'est dingue. Donc j'ai pas bougé en termes de corpulence, j'ai pas grossi, donc tout va bien. Alors avant de dire toutes ces bêtises, non, j'ai pas surinvesti cet aspect-là des choses. C'est-à-dire que moi, je me suis un petit peu, peut-être pour me protéger d'ailleurs, j'ai d'abord considéré, je suis journaliste, j'étais déjà présentateur en radio, en télévision, puisque j'ai travaillé 1 an sur Canal+ et iTélé avant d'intégrer la rédaction de TF1. Et pour moi, c'était d'abord une promotion professionnelle. Cette proposition, je l'ai reçue en tant que professionnel, je l'ai acceptée en tant que professionnel, et je ne l'ai pas reçue en tant que noir, et je ne l'ai pas acceptée en tant que noir, je l'ai reçue d'abord en tant que journaliste, et j'ai abordé tout ça de façon très professionnelle. Ce qui fait que j'ai été, je n'ai pas été surpris, mais je n'ai pas été perturbé par toute cette espèce d'ambiance sur le premier noir qui... T'as pas mis la pression quand même? Non, ça m'a pas mis... Cet aspect-là m'a pas mis la pression. D'accord. La pression, elle était professionnelle, elle était ailleurs ça reste pour moi. quand même le JT de TF1. Elle était un enjeu professionnel, il fallait que je sois à la hauteur de cet enjeu professionnel. Mais je voulais pas me mettre une pression sociétale en disant qu'en plus de l'enjeu professionnel, il y avait une pression et un enjeu où les choses allaient changer comme par magie, ce qui n'a pas été le cas, donc j'aurais eu tort de faire ça. Mais je voulais pas m'embarquer sur cet aspect-là, ce qui m'a permis de vivre les choses de façon intense, mais gérable, de ne pas être dépassé par les émotions et par la pression. Et donc depuis 2006, tu es régulièrement en tête des classements des journalistes préférés des Français. Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment, étant donné le contexte? Et puis finalement, tu es devenu le journaliste un peu assez commun dans la lucarne des Français. Ouais. Mon image, en tout cas le travail sur mon image, n'a jamais été quelque chose qui m'importait. C'est-à-dire que j'ai jamais fait un travail spécifique de dire faut que je fasse tel magazine, tel truc, faut que je fais mon travail, je vis ma vie en me demandant qu'on me laisse tranquille, et je fais mon travail. Donc, que malgré ça, les gens m'apprécient et qu'ils apprécient mon travail, j'en suis fort aise, comme dirait De La Fontaine. Mais moi, je crois que, et c'est ma première, alors qui était rédactrice en chef, qui est devenue directrice de la rédaction de TF1 et qui est maintenant à Radio France, Catherine Nel qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ce qui passe en télé, c'est le naturel. Si tu es naturel et si tu es moi-même, les gens vont t'apprécier parce qu'ils vont te recevoir tel que tu es. Et je crois que c'est vrai. Moi, je suis naturel. J'essaye d'être dans ma personnalité médiatique, télévisuelle, comme je le suis dans la vie. Alors, je présente pas un journal comme je parle, on se parle là et comme je parle aux gens. Mais quand je fais mes immersions, quand je vais à la rencontre des gens, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que les gens, ils m'intéressent. J'ai envie de savoir ce qu'ils ont au cœur, ce qu'ils ont dans le ventre, ce qui fait leur vie. Et tout ça, c'est très sincère et très honnête. Et je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, 2011, tu prends une décision très très rare. Tu décides de quitter la présentation du JT pour te consacrer à 100% à la présentation du magazine 7 à 8, que tu animes toujours d'ailleurs aujourd'hui. Pourquoi tu as pris cette décision surprenante ?
Alors surprenante, c'est un point de vue Oui, oui, oui. En tout cas, elle a surpris des gens. qui est largement partagé, Oui. je te rassure. Je suis pas seule quand Non, même. non. Mais pour moi, c'était logique parce qu'il y avait 7 à 8. Oui, il y avait aussi l'immersion Mhm. qui est pour Tout moi à fait. ce que j'ai fait en télé qui me correspond le plus et que je place un peu au summum de ce que j'ai pu faire en télé. Il y avait aussi à l'époque RTL. Et puis il y avait, chose non négligeable à côté de toutes ces obligations professionnelles, ma famille. Mhm. Voilà, ma femme, mes enfants. Et moi, ma particularité, c'est que je faisais plein d'émissions pendant la saison et pendant les vacances, je remplaçais le titulaire du 20h. Tout ça me laissait pas beaucoup de temps pour partager des moments avec ma famille, pour faire autre chose. Et donc, il fallait que j'arrête l'une de mes activités. Et pour moi, il était hors de question d'arrêter 7 à 8, les immersions. Et donc, le choix s'est tout naturellement porté sur le JT. J'en ai parlé à Catherine Nel à l'époque, qui a été un peu surprise parce je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes qui aient décidé d'arrêter le 20h, y compris en tant que joker. Mais moi, c'était une décision qui pour moi était assez logique dans l'équilibre que j'avais et que je voulais préserver surtout. Donc voilà, D'accord, donc pas de regret, évidemment. pas de regret du tout, aucun. Alors, 2017, je choisis cette date parce que tu es arrivé sur Instagram en janvier 2017. Ah Et ouais. c'est surprenant, étant donné ce que tu viens de dire, et ce qu'on sait, c'est que tu es assez discret sur ta vie privée. Tu as commencé à poster sur Instagram au sujet de ton film, Fracture, dont on Ouais, va parler j'ai dans un beaucoup- J'ai instant. beaucoup posté sur mon film. Est-ce que tu as eu envie aussi de montrer plus de choses de toi ou vraiment c'était dans un objectif promotionnel? Non, c'était pas dans l'objectif de montrer plus de choses de moi, c'était parce que il faut savoir rester connecté à son époque, pas à n'importe quel prix, mais il faut savoir le faire. Et aujourd'hui, une des façons les plus fortes, personnelles, puissantes de communiquer, de faire passer des messages, d'être en lien avec les gens, ce sont les réseaux sociaux. Et puis Instagram, je m'y suis mis, j'ai trouvé ça marrant, sympa. En tout cas, ça correspondait plus au temps que j'y passais, parce que j'y passe pas beaucoup de temps. Ouais. Et en même temps à l'impact que ça pouvait avoir et aux choses que je pouvais faire passer. Et donc je m'y suis mis. Alors je suis pas un fou d'Instagram, j'ai pas énormément d'abonnés pour l'instant, mais ça grossit tranquillement et ça me permet aussi de partager à la fois des projets professionnels, mais aussi parfois des moments de vie. Mais ce qui est important, c'est que je choisisse. Ce que je ne supporte pas dans l'idée de partager des moments intimes, c'est qu'ils soient volés. Oui, Moi, oui, je oui. peux décider de donner des moments de vie. Mhm. Je veux pas qu'on vienne les chercher et qu'on les vole et qu'on les expose. Mhm. Donc là, Instagram, ça permet de le faire. Voilà. Tu gardes la main sur ce que tu veux partager Exactement. publiquement. Je te propose de te soumettre à un questionnaire très particulier, qui est le questionnaire de fin Mhm. auquel on soumet tous les invités. Tout de suite, le questionnaire de pivot. Harry Roselmack, on le sait désormais, tu aimes les mots. Cet exercice est donc tout désigné pour toi. Je te propose de te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot. Donc Bernard Pivot, pour les très très jeunes, c'est présentateur de télévision des années 80 qui animait l'émission culte Apostrophe où se bousculaient toute l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire est adapté du questionnaire de Proust qui a même traversé l'Atlantique puisque d'immenses acteurs s'y sont prêtés, Al Pacino, Robert De Niro. Est-ce que tu es prêt, Harry ? J'ai un peu la pression, mais je suis prêt. Alors, première question, quel est ton mot préféré ? Amour. C'est très beau. Quel est le mot que tu détestes ? Frustration. Quel est ton plat préféré, Harry ? Le pâté en pot, qui est une soupe antillaise qui est terrible. Terriblement bonne. D'accord, donc t'es pas végane, toi. Non, non, j'aime bien la viande. Le son, le bruit que tu aimes ? La pluie sur un toit en tôle. C'est un peu mélancolique, ça. Non ? C'est un peu triste. Mélancolique non, je suis pas sûr. Moi, ça m'aide à m'évader, ça m'aide à m'endormir. Et ça m'aide aussi à... Moi, j'aime bien, je suis un peu un rêveur. Voilà. Pas D'accord. forcément mélancolique, parfois, mais pas forcément. D'accord. Mais ça m'aide à... J'aime bien ce bruit, en tout cas. D'accord. Alors, le son, le bruit que tu détestes ? Un paix. C'est vrai que c'est pas agréable. Quel est ton juron, ton gros mot ou ton blasphème favori ? Tu dis pas de gros mots, toi, si ? T'as pas l'air d'être le genre de personne qui dit des gros mots. Non, c'est vrai que je dis peu de gros mots. Ouais.
Ouais, je dis putain de temps en temps. Ouais, c'est bien Donc français. c'est, Ça. ouais, bah, je dirais que je sais pas si c'est mon favori, mais c'est celui que je dis le plus souvent, peut-être putain. Ouais. D'accord. S'il devait y avoir un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Ça, c'est une question compliquée. Je dirais spontanément une femme et allez, Simone Veil, parce que, ouais, Simone Veil. Parce que Simone Veil, Parce que Simone tout Veil. simplement. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire. Commercial. Je suis très mauvais. Mon cauchemar quand j'étais à l'école, quand j'étais gamin, c'était de vendre les billets de tombola. Je détestais ça. Sonner chez les gens pour vendre un truc, je sais pas faire. Ah, là là, c'est vrai que faut avoir le tempérament. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné. Pas une plante ni un arbre, mais plutôt un animal. Un oiseau, j'aurais bien aimé, mais j'ai le vertige, ce qui est quand même emmerdant pour un oiseau. Pour un oiseau, c'est compliqué. Mais Ouais. je dirais un dauphin. Ça va, donc tu aimes nager. Ouais. Dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Merci d'avoir cru en moi. C'est très beau. Voilà. Merci beaucoup Ariel Max, Merci. c'était un plaisir de te recevoir. N'hésite pas à nous faire part de la suite de ton actualité, on sera ravis Merci de t'avoir Rokhaya. à nouveau dans ce C'était fauteuil. un plaisir. Merci beaucoup. Merci, BET Talk, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, je vous laisse avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!